il est là. Ça fait déjà un recueil dans la délégation. Ah ouais. C'est des... C'est initialisé. Daniel Rosière m'a parlé il y a quelques minutes. Il a dit on n'était pas de la même couleur politique, mais on n'est pas de la même couleur politique. Oui, c'est original. Alors, on est voisins de département, mais sinon ma circo, c'est vrai que je passe. Repos! Les autorités et associations vont procéder au dépôt de gerbes. Garde à vous! Dépôt de gerbes. Gerbes des descendants des 80 parlementaires du vote du 10 juillet 1940 et des 27 passagers du Massilia. Dépôt de gerbes des associations. Monsieur Joseph Bléton pour Madame Claudine Marielle, fille de Jean Marielle, fondateur et ancien président du comité en l'honneur des 80 parlementaires. Madame Hélène Moucharzet, fille de Jean Zay, fondatrice du CERCIL, musée mémorial des enfants du Veldiv. Madame Michèle London, présidente de l'association culturelle
israélite de Vichy et ses environs, pour le comité en l'honneur des 80 parlementaires du 10 juillet 1940 et des passagers du Massilia. Dépôt de gerbe des élus départementaux et régionaux. Monsieur Jean-Sébastien Laloy, premier vice-président, représentant Monsieur Claude Riboulet, président du conseil départemental de l'Allier. Madame Valérie Lassalle, conseillère régionale, représentant Monsieur Fabrice Pankouk, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La famille Le Gorgeux pour Monsieur Maël Decalan, président du conseil départemental du Finistère. Dépôt de gerbe des parlementaires. Monsieur Bruno Rojoin et Monsieur Claude Maluret, sénateur de l'Allier. Monsieur Nicolas Ray, député de l'Allier. Monsieur Nicolas Bonnet, député du Puy-de-Dôme. Monsieur Antoine Vermorel-Marquez, député de la Loire. Et Monsieur Charles de Courson, député de la Marne. Madame Sylvie Vermillet, vice-présidente, représentant Monsieur Gérard Laché, président du Sénat. Et Madame Christine Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme, questeur de l'Assemblée nationale, représentant Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Monsieur Frédéric Aguilera, maire de Vichy.
Repos. retraité militaire de l'année. C'est un plaisir de vous voir. Merci. Bonjour. C'est le maire, Michel. Ça va? Ça va? C'est le maire. Ah. Bonjour. Bonjour. C'est le préfet.
député. Bonjour. C'est votre petit-fils ou Bonjour à vous. Alors les jeunes, c'est l'avenir. Vous allez nous remplacer dans quelques années, ce sera super. Ce sera super. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à vous. C'est le conseil municipal. Bonjour. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à tous. Alors les jeunes conseillers municipaux, merci d'être venus ce matin. Merci. Bonjour. Oui, c'est vrai, exactement. Bonjour. Du Puy-de-Dôme. La Loire était juste avant. Oui, ça va, je te salue. Je crois qu'il faut que je me déplace. Très bien. Bonjour. Ça va? Merci. Ça va. Merci les enfants d'être là. Bonjour. Les enfants, bonjour à tous. Merci. Merci à tous. Ah, très bien. Bon, bah, excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, je me dépêche. Je vais me faire gronder ici. Bonjour. Garde à vous. Mesdames, Messieurs, la municipalité nous invite à poursuivre cette cérémonie dans la salle de l'Opéra. Dans un premier temps, les autorités vont pénétrer à l'intérieur. Ensuite, nous vous invitons à entrer. Nous vous demandons pendant ce temps de rester à votre place. Merci. Pas. On y va, moi je sais pas. Normalement, on va faire une photo. Discours. Monsieur Frédéric Aguilera, maire de Vichy. Monsieur le Premier ministre, Madame le questeur représentant la présidente de l'Assemblée nationale, Madame la vice-présidente du Sénat représentant Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, Monsieur le président du comité en l'honneur des 80 parlementaires et des passagers du Massilia, mon cher Joseph, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques ainsi que les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les descendants des 80 parlementaires et des passagers du Massilia, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre, bienvenue à Vichy, reine des villes d'eau,
forte de 2000 ans d'histoire et désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui. Votre présence prolonge celle du président de la République en 2021, première visite mémorielle d'un chef de l'État à Vichy depuis près de 70 ans. Elle marque une volonté claire, celle de regarder notre histoire nationale en face. En venant ici, vous rendez hommage à 80 résistants, mais aussi aux familles présentes qui portent avec fierté l'héritage républicain de leurs aïeux. Chères familles de Vincent Badi, Paul Basti, Paul Boulet, Georges Bruguier, Séraphin Buisset, Auguste Champetier de Ribes, Pierre Chaumier, Arthur Chaussy, Léonel de Moustier, Édouard Froment, Justin Godard, Henri Gou, Eugène Jardon, François Labrousse, Albert Lebaille, Victor Legorgeux, Justin Lucot, Alfred Marguen, Léon Martin, Pierre Mendès France, Jules Mock, Louis Noguère, Jean Perrault, André Philippe, Camille Roland, Henri Sénès, Philippe Serre, Gaston Thiebaud, Isidore Tivrier, Jean-Marie Thomas, Jean Zé, Michel Zunino. Chères familles, soyez les bienvenus à Vichy. Votre présence dans ce lieu à la fois magnifique et chargé d'histoire est un honneur immense. Elle est le signe vibrant d'une mémoire qui ne se délite pas, d'un héritage républicain transmis avec gravité et fierté de génération en génération. Nous sommes réunis ici dans cette salle de l'Opéra, non pour une cérémonie figée, mais pour un acte de fidélité. Car c'est ici, le 10 juillet 1940, que la République fut enterrée. L'armée française était vaincue, Paris occupé, les ministères dispersés, la peur généralisée. Dans ce climat d'effondrement, les parlementaires furent convoqués à Vichy pour voter un texte unique qui allait décider du destin de notre pays. Ce texte n'était pas une loi comme les autres. Il transférait la totalité des pouvoirs constituants à Pétain, lui donnant la liberté de rédiger une nouvelle constitution et, au passage, de faire disparaître la République. 569 votèrent oui, 80 votèrent non. Leur courage fit l'histoire. Ce vote, par une funeste légalité, donna naissance à l'État français, une entité nouvelle, mais en rupture radicale avec les principes fondateurs de notre nation. Ce régime collabora, persécuta, trahit. Il fut l'instrument docile de l'occupant et le fossoyeur de la liberté et des droits. En 1995, il y a 30 ans quasiment jour pour jour, Jacques Chirac eut le courage politique de reconnaître la responsabilité de l'État français. Il déclara dans un discours resté dans l'histoire « Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. » Insister sur cette vérité n'est pas polémique. C'est un acte de précision, de lucidité. C'est lié clairement le vote du 10 juillet à l'instauration d'un régime qui a failli et rappeler que ce qui s'est passé ici, à Vichy, ne relève ni du malentendu ni du hasard. Mais au cœur de cette nuit politique, 80 voix se sont levées. Des hommes issus de tous les bancs, radicaux, socialistes, démocrates, chrétiens, ont dit non. Un non simple, net, risqué, profondément républicain. Vincent Badi, en quittant l'hémicycle, s'écria « Vive la République quand même !» Léon Blum, emprisonné, écrira plus tard « Au moment redoutable de sa vie, l'homme ne la sauve qu'en la risquant. » Ces 80 parlementaires dirent d'une seule voix non à la honte et votèrent contre le suicide de la France. Ils étaient peu, mais leur geste fut immense. Ils n'ont pas empêché la chute, mais ils ont empêché le déshonneur.
Et comment ne pas évoquer ceux qui, quelques jours auparavant, embarquaient à bord du Massilia pour tenter de poursuivre la lutte. Paul Bastide, Pierre Mendès France, Jean-Marie Thomas, Jean Zay. Leur exil, leur emprisonnement, parfois leur assassinat, témoignent du prix de la fidélité à la République. Ces hommes ont laissé un héritage, pas une gloire figée dans le passé, mais une exigence pour l'avenir. 5 leçons en ressortent. Que la République n'est jamais acquise, qu'elle est un engagement de chaque instant. Que le Parlement est le cœur de notre souveraineté populaire. Que l'éthique doit toujours primer sur l'opportunisme ou la peur. Qu'il faut parfois risquer sa place pour sauver son honneur et que l'histoire finit par reconnaître ceux qui ont tenu bon. Ces leçons nous parlent encore. Elles nous disent que la démocratie peut tomber par fatigue, par illusion, par silence, mais qu'elle peut aussi tenir par quelques voix, par le refus de céder. C'est aussi le sens de notre engagement ici, à Vichy. Nous n'oublions rien. Vichy n'est pas l'État français, mais Vichy fut le lieu de ce basculement. Et à ce titre, elle porte un devoir de mémoire que nous assumons pleinement et sereinement. Chers descendants, et à travers vous, chers 80, vous êtes aujourd'hui les porteurs vivants de cette mémoire. Grâce à vous, ces 80 ne sont pas des noms sur une stèle, ils sont des visages, des principes, des phares. Pour leurs gestes, pour leur courage, pour leur fidélité à la République, nous leur disons merci. Et à nous tous d'être, aujourd'hui comme hier, dignes de leur exigence. Vive Vichy, vive la République. Madame Hélène Moucharzet, fille de Jean Zay, fondatrice du CERCIL, musée mémorial des enfants du Veldiv pour le Massilia. Dans Souvenirs et solitude, du fond de la prison où l'a enfermé le régime de Pétain. Jean Zay, mon père, note à la date du 10 mai 1941, je cite, « Le tribunal militaire de Clermont-Ferrand, spécialisé dans les affaires politiques et que le même colonel préside depuis 10 mois, a condamné hier Pierre Mendès France à 6 ans de prison. Ainsi s'achève provisoirement le dernier acte de la comédie judiciaire du Massilia. Il n'aura pas été moins édifiant que les autres. 4 officiers parlementaires, le capitaine Viennot, les lieutenants Mendès France et Wilzer, le sous-lieutenant Jean Zay, avaient pris place le 20 juin 1940 à bord du Massilia, bateau frété officiellement par le gouvernement Pétain pour transporter le Parlement en Afrique du Nord, où la résistance devait se poursuivre. 4 jours plus tard, quand le même gouvernement se fut résolu à capituler, ce fut principalement pour dissimuler sa velléité de résistance, en même temps que pour réaliser une opération politique qu'il entreprit de dénoncer les passagers du Massilia comme des fuyards et de poursuivre les officiers parlementaires qui avaient voulu gagner le lieu où l'on continuerait à se battre. » Fin de citation. Continuer à se battre, oui, car les 27 parlementaires qui s'embarquaient le 21 juin sur le Massilia étaient les premiers résistants, des résistants de la première heure. Paul Boncourt, un des 80, le rappelle en 1946, je le cite. « C'est par eux, les 80 parlementaires et les passagers du Massilia, partis sur la terre d'Afrique pour y continuer la lutte, que dès la première heure, c'est d'abord affirmer la volonté de résistance. » Fin de citation. Rappelons-nous ce que furent ces dramatiques journées de juin 1940, où le sort de la France, écrasé par sa propre défaite, se décidant en quelques jours, voire en quelques heures,
en particulier au cours des intenses débats qui se déroulèrent au sein du gouvernement Reynaud sur la ligne de conduite à tenir, continuer le combat ou demander l'armistice. Résister ou se soumettre. Résister ou renoncer à l'essentiel. Ce débat, voire ce combat, n'était certes pas nouveau, même s'il a alors pris une tournure singulière et dramatique, étant donné les circonstances. Dès le début des années 30, en effet, face au régime totalitaire qui se renforçait, tout en développant une stratégie diplomatique d'apaisement visant à éteindre les méfiances des démocraties voisines et à endormir les opinions, deux positions en France s'opposaient, voire s'affrontaient. Il y avait ceux qui se contentèrent, avec un lâche soulagement, de ces déclarations trompeuses des dictateurs et qui, pensant sauver la paix, ne réagirent que mollement, par exemple aux coups de force successifs d'Hitler, qui violait le traité de Versailles. Rétablissement du service militaire, réoccupation de la Rhénanie, annexion de l'Autriche, les accords de Munich, l'invasion de la Tchécoslovaquie, et on connaît la suite. Ce qui encouragea évidemment le dictateur à passer à la vitesse supérieure. Est-il utile ici de souligner quelques résonances avec notre présent? Et il y avait ceux qui, tout au long de ces années, n'ont cessé d'alerter sur les périls mortels que représentaient ces régimes pour la démocratie et pour la paix. Ceux-ci étaient les résistants avant l'heure. C'est un concept que j'aime beaucoup, qui a été développé par Antoine Braud. Jean Zay, mon père, fut de cela, avec Georges Mandel, avec Pierre Mendès France, avec Blum et beaucoup d'autres, dont beaucoup se retrouvèrent parmi les gens que nous honorons aujourd'hui et dont je salue fraternellement les familles. Le 16 juin, Reynaud démissionne. Pétain devient chef du gouvernement. Pas le temps, bien sûr, de développer une histoire aussi complexe. Le 17 juin, De Gaulle part à Londres. Le 21 juin, le Massilia quitte le port de Bordeaux, avec à bord des passagers qui ont exactement la même analyse et la même volonté que De Gaulle. La flotte est intacte et puissante. Les troupes impériales peuvent être mobilisées. On peut, donc, on doit continuer le combat. Mais on le sait, la mémoire ne retiendra que le départ de De Gaulle pour des raisons que je n'ai pas non plus le temps de développer. Toujours est-il que, trouvant là une opportunité inespérée de se débarrasser de plusieurs de ses opposants les plus résolus, le nouveau pouvoir, et en tête Laval et Alibert, va transformer ce départ en piège, accusant de désertion les parlementaires officiers précédemment cités et retenant les autres au Maroc, les empêchant ainsi de participer au vote du 10 juillet. Il faut rappeler que les hommes qui arrivent au pouvoir en juin 40 sont des ennemis jurés de la République, animés d'une haine politique nourrie et renforcée de la haine antisémite. Certains d'entre eux ont même, consciemment ou inconsciemment, publiquement ou secrètement, souhaité la victoire de l'Allemagne, ou plutôt la défaite d'une République tellement détestée. Plutôt Hitler que Blum, avait-on parfois entendu murmurer par certains dans le secret des familles. Et rappelons-nous la divine surprise que fut pour Maurras et d'autres l'accession au pouvoir de Pétain. On connaît la suite. Tous les parlementaires sont retenus au Maroc afin de les empêcher de participer au vote du 10 juillet. Quant aux 4 parlementaires officiers accusés de désertion, ils sont arrêtés à leur arrivée à Casablanca. Ils comparaîtront devant les tribunaux militaires de Clermont-Ferrand, le même que celui qui vient de condamner à mort De Gaulle. Je redonne la parole à Jean Zay. Il lui semblait logique que les 4 inculpés fussent poursuivis ensemble, à la même audience, après une instruction commune, pour le même acte commis le même jour, dans les mêmes circonstances, par les mêmes moyens. Il n'en fut rien. Non seulement on les jugea séparément, mais après des procédures de longueur très inégales, on aboutit à des décisions fort différentes, suivant une gradation curieusement correspondante au passé politique de ces hommes publics, à leurs origines ou même à leurs opinions. Ministre pendant 4 ans, cible notoire de la campagne antisémite,
bien que protestant, comme le fut toute mon ascendance maternelle, mais j'ai toujours tenu à honneur de ne rien démentir sur un pareil sujet. Je fus gratifié d'un procès hâtif et spécialement corsé, terminé par la peine maximum de la déportation. Ancien sous-secrétaire d'État israélite, Mendès France se voit infliger 6 ans de prison sans sursis. Ancien sous-secrétaire d'État également, mais non israélite, Viennot s'en est tiré avec 8 ans de prison avec sursis. Quant à Wilzer, député modéré de la Moselle, non israélite, et qui n'avait jamais appartenu au gouvernement de la République, on lui octroya un non-lieu. Fin de citation. Le premier jugé, c'est donc Jean Zay, le 4 octobre 1940. Après une instruction bâclée, il est condamné à la déportation à perpétuité et à la dégradation militaire, la même peine, mot pour mot, que celle qui fut infligée à Dreyfus et qui n'avait jamais été appliquée depuis. À l'issue du procès qui se déroule de façon particulièrement caricaturale et inique, un journaliste exprime auprès du président du tribunal quelques doutes sur sa culpabilité. Celui-ci lui répond, je cite, « Vous oubliez que ce garçon fait partie de ces mauvais Français venus de la maçonnerie, du Front populaire et de la juiverie. » Fin de citation. Tout est dit. Le 20 juin 1944, mon père est assassiné par la milice sur ordre de Darnan, quelques jours avant Georges Mandel. 80 ans après, entendons ce qu'ils nous disent, ceux qui, portés par de vraies et fortes convictions républicaines, s'embarquèrent sur le Massilia, ainsi que ceux qui dirent non le 10 juillet. Il faut résister, chacun peut et doit le faire. Résister tout de suite, résister quand il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard, résister avant que la catastrophe n'advienne et qu'on ne soit alors réduit à l'impuissance. Il faut pour cela, évidemment, un vrai courage politique, mais aussi de la clairvoyance. Il faut savoir lire dans notre présent les signes avant-coureurs de catastrophes futures et les risques mortels que font courir à notre République certains projets politiques. Il faut armer les jeunes par l'éducation, seule arme définitivement efficace, leur apprendre à exercer cette lucidité grâce au savoir et à la réflexion, leur donner les armes intellectuelles qui vont leur permettre de résister aux propagandes de toutes sortes. N'oublions pas ce qu'ils nous disent, ne l'oublions jamais. Monsieur Joseph Bléton, président du comité en l'honneur des 80 parlementaires et des passagers du Massilia. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les descendants des 80 et des passagers du Massilia, Mesdames, Messieurs, à la lecture de l'ouvrage « Les grands ministres qui ont fait la France » de Jean-Christian Petit-Fils, je note que pour ce vieux pays, venu du fond des âges, la France a été l'œuvre de la volonté humaine. Le 10 juillet 1940, députés et sénateurs qui, après réflexion, analyse, prirent la décision de ne pas voter les pleins pouvoirs à Pétain sont l'expression de cette volonté. Délaissant leurs différences, ils surent rester d'authentiques républicains avec comme idéal l'humanisme. Il en fut de même pour les 27 passagers du Massilia qui embarquèrent au Verdon le 21 juin. L'histoire leur a donné raison. En cette commémoration du 85e anniversaire de cette date historique, nous avons voulu leur rendre un hommage solennel et associer leur descendance à cet événement. En premier lieu, je voudrais adresser nos sincères salutations à deux personnes.
membres de notre comité qui ne peuvent être parmi nous pour des raisons personnelles. La première, Madame Annie Malraux, qui avait 10 ans, le 10 juillet 1940, et accompagnait alors son père, le député du Tarn, qui écrivit ce jour cette lettre à l'intention de sa famille, et dont elle me confia une copie. Lettre qui résume parfaitement la motivation et le rejet du texte proposé. « Ceci est mon testament politique », écrivait M. Malraux. « Je veux que plus tard, vous sachiez qu'en des heures tragiques, votre papa n'a pas eu peur de ses responsabilités et n'a pas voulu, quelles que soient ses craintes, être parjure à tout ce qu'il a appris, puis enseigné dans sa vie. J'ai été élevé dans l'amour de la République. Aujourd'hui, on prétend la crucifier. Je ne m'associe pas à ce geste assassin. Je reste un protestataire. J'espère le rester toute ma vie pour être digne de ceux qui m'ont précédé et ne pas vous faire rougir. » Tout est résumé dans cette lettre, expliquant la raison de ce vote. La deuxième personne est Madame Élisabeth Larieux, petite fille du sénateur François Labrousse de Corrèze, membre de l'Institut, en souvenir de cette correspondance de son aïeul à Jean Audin, un des 80, que je citerai plus loin. À ces 80 parlementaires, nous associerons, car tel est le but de notre comité depuis sa création, les 27 passagers du Massilia partis former un gouvernement d'Afrique du Nord, arrêtés, traités de déserteurs et condamnés par le gouvernement de Pétain. Merci à vous, descendants ici présents, vous et nous, sommes fiers de leur action. Mais n'oublions pas que commémorer est aussi un acte citoyen. À savoir, en ce 10 juillet 2025, le rappel d'un événement majeur concernant le rôle et l'action des députés et sénateurs et des passagers du Massilia opposés en leur âme et conscience à cautionner la mise en place d'une dictature. Mais aussi considérer que ce fait d'histoire peut éventuellement se reproduire avec le danger de l'arrivée potentielle d'un pouvoir en tout point comparable à la dictature instaurée le 11 juillet 1940. En 1940, ils ne furent que 80 et 27 à dire non. Mais commémorer est également un rappel aux élus du rôle qu'ils doivent tenir. Rôle majeur où le réalisme, la connaissance de l'histoire, l'abnégation parfois, le courage, l'intelligence, la réflexion doivent prévaloir sur les actions théâtrales et irréfléchies destinées à une mise en valeur personnelle d'un individu. Ce qui ne veut pas dire que des interventions d'extrême importance ne peuvent pas être théâtralisées, bien au contraire. Mais l'élu doit avoir le talent, la culture et l'art de la rhétorique, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Choisir ses élus est aussi un acte citoyen. Le droit de vote date de 1848 pour les hommes et devient universel en France en 1944. Le vote des 80 est un exemple de ce que la Constitution nous offre de possible. Choisir ses représentants, participer aux élections, comparer les programmes proposés et ensuite faire en sorte que les annonces correspondent aux réalisations sont les bases d'un État républicain. Les citoyens sont responsables du choix de leurs élus, ne jamais l'oublier. Donc, voter donne droit à la parole, l'abstention à celui de se taire. Reprenons 85 ans après le questionnement du sénateur Labrousse à Jean Audin, tous deux membres des 80. Comment un Parlement qui comptait tant de républicains éprouvés et tant de patriotes fervents se laissa-t-il aveugler par la propagande de la balle et le panneau Pétain? 85 ans après, alors qu'une tentative politique semblable essaye de se promouvoir, les électeurs qui désignent les parlementaires seraient-ils encore et toujours indifférents? D'où quelques remarques. Quel peut être l'intérêt de cette manifestation commémorative le 10 juillet 2025?
Doit-on ranger dans l'armoire aux oublis cette journée historique? Votre présence, Monsieur le Premier ministre, démontre le contraire. Nous vous remercions d'être venu partager avec nous ce rappel d'une journée historique. En 1940, cette ville, Vichy, eut un destin douloureux, certes, mais imposant. Mais aussi un 10 juillet, un jour de gloire, par une prise de position d'élus responsables et dans la grande tradition républicaine. Attitude qui est un exemple à suivre pour les membres de nos deux assemblées. Pour conclure, le comité des 80, en l'honneur du 10 juillet 1940 et des passagers du Massilia, émet une idée. Peut-être qu'un jour, un congrès, c'est-à-dire la réunion des deux assemblées, ou une manifestation très importante se déroulera un 10 juillet à Vichy. Ce serait tout un symbole, et ce ne sont pas les occasions qui manquent. Je vous remercie. Madame Sylvie Vermeillet, vice-présidente, représentant Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat. Monsieur le Premier ministre, Madame la questeure représentant Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, du comité des 80 parlementaires et passagers du Massilia et leurs descendants, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs, je vous donne lecture du message du président Larcher. Je regrette de ne pouvoir être présent parmi vous pour cette cérémonie et j'ai demandé à Madame Sylvie Vermeillet, vice-présidente du Sénat, de porter ce message. Voici 85 ans, jour pour jour, ce 10 juillet 1940, dans le grand théâtre du Casino de Vichy, s'est déroulée l'une des pages les plus noires de notre histoire parlementaire. Le Sénat et la Chambre des députés cédèrent alors des pouvoirs constituants illimités au maréchal Pétain. Ce jour-là, le vote des pleins pouvoirs était acquis par 569 voix, 20 abstentionnistes et 80 refus. Parmi eux, 23 sénateurs et 57 députés, auxquels nous rendons hommage aujourd'hui, refusèrent de donner un blanc-seing à cette révision constitutionnelle qui mettait fin à la République. Ils eurent, quelques jours après l'appel du général de Gaulle, le mérite de dire non. Comment imaginer la pression qui régnait alors durant cette séance présidée par Jules Jeanneney, alors président du Sénat? Léon Blum, dans ses mémoires, décrira cette assemblée aux prises à la lâcheté et à la duplicité. 85 ans plus tard, le vote du 10 juillet 1940 ne doit pas être considéré comme l'aboutissement d'une des plus grandes crises de notre histoire, mais comme l'amorce d'une renaissance que ces 80 parlementaires ont incarnée. Ce défi à l'adversité, les 80 le payèrent au prix fort. Le plus grand nombre d'entre eux connurent la prison, la déportation, la torture ou la mort. 3 d'entre eux furent assassinés, dont Marx Dormoy, sénateur de ce département. 10 partirent en déportation, 5 ne revinrent jamais. Je voudrais rendre un hommage tout particulier à Jean Audin, sénateur de la Gironde, qui, dès le 10 juillet 1940, continua le combat et conçut l'idée d'un groupe clandestin des parlementaires protestataires. Ils se mirent à la disposition de la résistance en vue de l'élaboration des mesures politiques et économiques qui devaient accompagner la libération. L'ordonnance du 11 octobre 1944, modifiant la composition et le fonctionnement de l'Assemblée consultative provisoire qui se réunit au Sénat,
chargea les 80, qualifiés de premiers résistants, d'élire le comité de désignation des parlementaires qui siégerait dans cette assemblée. Une entrevue pleine d'émotion entre le général de Gaulle et les représentants des 80 eut lieu le 21 octobre 1944. Une médaille a été frappée à la mémoire des 80 en 1945. L'exemplaire précieusement conservé aux archives du Sénat, rédigé par Marcel Plaisant, sénateur du Cher, lui-même l'un des 80, porte l'inscription suivante. Le 10 juillet 1940, 80 républicains, par leur vote contre la dictature, affirmèrent leur volonté de résistance, leur amour de la liberté et leur foi dans la patrie invaincue. Aujourd'hui, nous honorons ceux qui ont su défendre envers et contre tout la République. Que dirait-il aujourd'hui de cette France qui doit faire face à tant de défis, qu'ils soient financiers, économiques, sécuritaires et militaires, des défis qui paraissent parfois insurmontables? Ce n'est pas trahir leur mémoire de penser qu'ils nous diraient de ne pas nous décourager, de nous lever et de puiser nos forces dans ce courage dont ils ont fait preuve. Souvenons-nous qu'en quelques heures, la République peut sombrer et la démocratie peut être emportée. Être aujourd'hui fidèle à la mémoire des 80, c'est ne pas avoir peur de l'avenir. C'est croire que tout est possible, à condition de ne pas céder ni à la lâcheté, ni au renoncement. Madame Christine Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme, questeur de l'Assemblée nationale, représentant Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire de Vichy, Madame la vice-présidente du Sénat représentant le président Larcher, mes chers collègues députés, Charles de Courson, dont votre grand-père fut l'un des 80, Nicolas Ray, Nicolas Bonnet, Antoine Vermorel-Marquez, messieurs les sénateurs, monsieur le président Claude Malhuret et monsieur Bruno Rojoin, madame la conseillère régionale représentant le président de région, monsieur le vice-président du conseil départemental de l'Allier représentant le président Riboulet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les descendants des 80 parlementaires et des 27 passagers du Massilia, mesdames et messieurs les représentants des associations, monsieur Bléton, madame Moucharzé, chère Hélène, madame London, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. Je vous prie en premier lieu de bien vouloir excuser l'absence de madame la présidente Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Elle m'a prié de bien vouloir la représenter et m'a laissé totalement libre de mes propos et je l'en remercie. Il y a 85 ans, ici même à Vichy, le Parlement français votait ce qui allait permettre au maréchal Pétain de mettre fin à la République. Car oui, ce sont bien la Chambre des députés et le Sénat qui ont validé l'enterrement de la République. Ce choix s'inscrit dans un contexte. Le chaos régnait dans le pays, le plus atroce effondrement de notre histoire, comme l'a qualifié Marc Bloch. La défaite militaire, les armées en déroute, les flots de réfugiés sur les routes. En quelques semaines, la France s'était écroulée. Dans les jours qui précèdent le vote, à Vichy, l'extrême droite se fait menaçante auprès des parlementaires. Le député SFIO des Pyrénées-Orientales, Louis Noguer, un des 80, nous dit « Les émissaires de Laval allaient et venaient dans tous les sens, accrochant les uns, pelotant les autres. Le jeu des promesses alternait avec celui des menaces plus ou moins déguisées. Et puis vient cette séance du 10 juillet 1940, durant laquelle il y eut de la violence, des silences pesants, des votes précipités et des regards fuyants.
C'est ce que nous dit Léon Blum. Dans les propres rangs de son groupe, des relents antisémites flottaient. Au milieu du chaos, tous n'ont pas perdu leur boussole. Certains ont un plan, un cap. Pour Pétain, Laval et leurs affidés, le chemin est tracé. Profiter de ce chaos pour en finir avec la gueuse, en finir avec la démocratie, en finir avec le Front populaire, avec ce qu'ils appelaient les lobbies, qu'ils soient juifs ou francs-maçons, et se rapprocher des régimes autoritaires triomphants en Europe. Cet objectif passe par un vote positif. Pétain va l'obtenir. Qu'il soit effrayé, paniqué ou perdu, le 10 juillet, il s'est trouvé 569 députés et sénateurs pour lui donner les pleins pouvoirs constituants. Mais ce n'est pas pour eux que nous sommes ici. Nous sommes ici pour nous souvenir de ceux qui ont fait un autre choix. Une vingtaine de parlementaires se sont abstenus et 80 ont dit non. 80 consciences qui ont refusé de céder à la peur, à l'opportunisme ou à la tentation de l'ordre autoritaire. 80 consciences qui ont refusé de renoncer à la République. 80 consciences qui ont refusé d'effacer 1789 et 1875. 80 consciences pour lesquelles démocratie et état de droit étaient les valeurs suprêmes. 80 courageuses aussi, parce qu'ils savaient ce qu'ils risquaient. Et malheureusement, l'avenir leur a donné raison. C'est dans les circonstances extrêmes que se révèlent les grands hommes et les destins. Comme le souligne Léon Blum dans « À l'échelle humaine », son essai écrit en prison, l'expérience enseigne qu'au moment redoutable de sa vie, l'homme ne la sauve qu'en la risquant. Au mi-temps du mois de juin 40, c'est le général de Gaulle qui choisit de rester à Londres pour continuer le combat. Quelques jours plus tard, il y a ceux dont nous honorons la mémoire aujourd'hui, de grands hommes aussi qui avaient compris que le politique ne pourrait pas prendre des décisions sereines sous la pression d'Allemands de plus en plus proches. Je parle bien sûr de ces parlementaires qui gagnent les colonies avec le même but que de Gaulle et qui seront honteusement qualifiés de déserteurs et de traîtres par le régime de Vichy et ses sbires. À bord du Massilia, il y a 27 députés, dont le jeune Pierre Mendès France. Et Jean Zay. Jean Zay, chère Hélène, votre père, qui fait l'objet d'un magnifique documentaire de Laurent Verret, a montré, Madame le recteur, dans tous nos collèges et dans tous nos lycées. Jean Zay, dans les dernières années de sa vie, se déroulèrent tout près d'ici, à la maison d'arrêt de Riom, sur la circonscription que j'ai l'honneur de représenter au Palais Bourbon. Aujourd'hui, 10 juillet 2025, 85 ans après, nous honorons aussi la mémoire de ces 80 parlementaires qui ont eu le courage de dire non et des 27 du Massilia. Ces 80 présents à Vichy ont perdu. Le scrutin fut sans appel, mais ils ont sauvé leur honneur. Louis Noguer nous dit combien il est soulagé après avoir dit non. Dormir, c'est une chose qui ne m'est advenue à Vichy qu'après le vote, la conscience tranquille. Au-delà, s'ils n'ont pas sauvé la République ce jour-là, ils ont peut-être empêché qu'elle ne meure tout à fait. Et cette étincelle a contribué à allumer la flamme de la résistance appelée par de Gaulle depuis Londres. Ces 80 sont un maillon de la chaîne qui forme la République, un maillon qui fait le lien entre la 3e et la 4e. L'esprit du non du 10 juillet 1940, ce n'est pas seulement le refus. C'est aussi l'idée qu'un parlementaire est dépositaire d'un serment supérieur à toute pression, celui de servir la République et la démocratie. Commémorer leurs gestes, ce n'est pas seulement honorer leur mémoire. C'est nous rappeler que la République ne tient pas toute seule, qu'elle a besoin de femmes et d'hommes debout, de gardiens lucides, vigilants et libres. Dans un monde où les crises succèdent aux crises, où en Europe, en Amérique, les extrêmes prospèrent sur les peurs, où la tentation du repli et de l'autorité ressurgissent, souvenons-nous que ce sont les institutions républicaines qui protègent les plus fragiles, qui garantissent les libertés et qui font vivre la démocratie. Ces 80 députés et les 27 du Massilia furent fidèles à leur serment, fidèles à l'idée que la souveraineté appartient au peuple
et que nul ne peut s'en faire le dépositaire absolu. Il nous laisse une leçon. Dans les moments d'épreuve, la loyauté à la démocratie n'est jamais un réflexe, c'est un choix. À leur exemple, ne nous laissons pas entraîner vers des rivages obscurs. N'ayons pas peur de dire non quand il le faut. Sachons dire non à tout renoncement à l'état de droit, dire non aux falsifications de notre histoire, dire non à toute tentation autoritaire, populiste, démagogique. Alors oui, que vive la mémoire des 80 qui ont dit non, que vive la mémoire des 27 du Massilia, que vive la démocratie, que vive la République et que vive la France. Monsieur François Bayrou, Premier ministre. Monsieur le maire, cher Frédéric Aguilera, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du comité en l'honneur des 80 et des passagers du Massilia, cher Joseph Bléton, Mesdames et Messieurs les descendants des 80 parlementaires et des passagers du Massilia, Mesdames et Messieurs, et si vous permettez, chers amis, magnifique succession de discours. J'espère que vous avez tous été, comme je l'ai été, pénétrés par la qualité de l'expression et de l'inspiration de celles et ceux qui se sont succédés à cette tribune, chacun avec un style dont la densité a fait sentir la solennité du moment dans lequel nous sommes. Et tous, nous avons en mémoire ce qu'était, en l'espace d'exactement 2 mois, entre le 10 mai et le 10 juillet 1940, ce qu'a été l'effondrement de la France sur elle-même. C'est probablement l'épisode le plus dramatique, parce qu'il est le plus décourageant que notre pays ait vécu. Dramatique non seulement par la défaite militaire, non seulement par le chaos politique, mais dramatique parce que la France a perdu le sens de ce qui la faisait vivre en ces jours d'il y a 85 ans, en ce jour d'il y a 85 ans. L'héroïsme des troupes françaises, bien sûr, il y en a eu, mais ce pays qui semblait si solide s'est d'un coup délité sous les coups de l'armée allemande. Il a sombré, je viens d'employer le mot, dans un chaos indescriptible, dans le désespoir universel et la panique qui se trouvaient dans tous les milieux et dans tous les lieux où se brisaient les vagues lancées par le tsunami à partir du tsunami de la défaite. 8 à 10 millions de Français ont pris le chemin de l'exode. Les Français stupéfaits, des familles entières poussant des charrettes surchargées ou s'enfuyant à pied, se mêlant aux voitures et aux camions dans d'immenses embouteillages dont nous avons tous les images à l'esprit. Embouteillages qui s'étirent à perte de vue, transformant les routes en rubans de misère humaine et offrant autant de cibles à l'aviation allemande. Les ressources, bien sûr, se sont faites rares. La faim, la soif redeviennent
des compagnons constants, les hôpitaux débordés ne peuvent plus faire face à l'afflux de blessés et de malades. On perd des enfants, on perd des vieillards. Et l'espoir semble avoir déserté le pays. 1 600 000 soldats sont prisonniers en Allemagne. La confusion est totale et chacun est tenté de se raccrocher à une figure d'autorité morale. Et c'est Pétain, lui qui fut le vainqueur le plus vénéré de la Grande Guerre, qui apparaît alors comme la figure salutaire à laquelle tant de Français désespérés pensaient pouvoir se raccrocher. Mais derrière Pétain, autour de lui, dans son entourage, alors naît ou se solidifie un autre projet. Et c'est le projet que Laval a décrit à quelques sénateurs après avoir énoncé un slogan que vous connaissez tous pour décrire les causes du drame. L'esprit de jouissance, disait-il, l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. Et à quelques sénateurs, je vais citer exactement, Laval annonce la couleur. Le Parlement, dit-il, doit être dissous, la Constitution doit être réformée, elle doit s'aligner sur les États autoritaires, l'institution de camps de travail doit être envisagée. Écoutez bien la phrase qui suit. Puisque la démocratie parlementaire a voulu engager le combat contre le nazisme et le fascisme et qu'elle a perdu ce combat, elle doit disparaître. Vous voyez ce qu'est la subversion de la réflexion. La responsabilité dans la bouche des idéologues du régime qui vient, la responsabilité, elle se trouve chez ceux qui ont voulu combattre et pas chez ceux qui ont porté atteinte aux principes qui nous font vivre. Je reprends la citation. Un régime nouveau, audacieux, autoritaire, social, national doit lui être substitué et ce sera sous le triple signe du travail, de la famille et de la patrie que nous devons aller vers l'ordre nouveau. Et le 10 juillet 1940, à cet endroit précisément, et vous avez vu tout à l'heure la photographie, les pleins pouvoirs vont être confiés au maréchal Pétain pour réviser la Constitution et pour que lui soit confiée, je cite, la plénitude du pouvoir gouvernemental et du pouvoir législatif. Les chambres sont ajournées. Ainsi, en quelques heures, meurt la République. Non seulement en tant qu'ensemble institutionnel, mais en tant qu'ensemble de valeurs, démocratie, état de droit, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Sous la conduite du maréchal Pétain en ces heures sombres, la France s'est trahie elle-même et elle a trahi ceux qui avaient cru en elle. Elle a secondé et même devancé ce que le général de Gaulle a nommé la folie criminelle de l'occupant. Et pourtant, à cet endroit précis, au pire moment et au plus grave, ils ont été 80 à s'opposer à cette dérive et à refuser les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et à bord du Massilia, ils étaient 27 parlementaires de plus, déterminés à continuer la lutte depuis l'Afrique du Nord. Qui sont-ils ? Nous en avons vu les visages et lu la liste sur la plaque qui est à l'entrée.
une poignée, moins de 12%, de députés et sénateurs de toute sensibilité, personnalités de premier plan, et aussi beaucoup de députés assidus et discrets, des hommes conscients de leurs responsabilités, conscients des risques qu'ils prennent, et qui affrontent la peur et l'intimidation qui règnent dans cette salle du casino. Peur de la prison, peur de la déportation, peur du sacrifice. Quelques heures avant le vote, Pierre Laval, s'approchant du député conservateur du Doubs, le marquis Léonel de Moutier, dont j'ai voulu que le petit-fils Charles de Courson m'accompagne à cet événement, le marquis Léonel de Moutier, propriétaire de plusieurs usines, entend Laval le menacer et lui indiquer qu'il serait désormais privé pour ses entreprises de commande publique. Et la réponse du député est cinglante. « Mes ouvriers, dit-il, mes ouvriers en pâtiront peut-être, et moi certainement. Est-ce une raison pour me déshonorer? Était-ce une raison pour nous déshonorer? » Vincent Badi, qui s'apprête à monter à la tribune pour défendre une motion signée par 27 parlementaires s'opposant à l'établissement du pouvoir dictatorial qu'on leur propose, est violemment pris à partie par ses collègues, empêché de parler, et il n'y aura plus d'orateur autorisé. Permettez-moi, évoquant les 80, de signaler les 3 parlementaires, mes concitoyens, du département qu'on appelait alors des Basses-Pyrénées et qu'on appelle aujourd'hui des Pyrénées-Atlantiques. Jean Maindiondou, radical, et 2 parlementaires démocrates chrétiens, Maurice Delhomme-Sorbet et Auguste Champetier de Ribes. Monsieur le maire, vous avez tout à l'heure nommé les 2 courants, ces 2 courants, et d'autres, la SFIO était là, et d'autres, plus nationaux. Et donc ces 3 parlementaires, dont Auguste Champetier de Ribes, juriste, qui sera, après la libération, procureur au procès de Nuremberg, et qui sera ensuite, alors qu'il était mourant, et que tous les courants politiques de notre pays cherchent une figure qui pourrait les rassembler et les incarner, il est élu président du Conseil de la République, du Sénat d'aujourd'hui. Et je suis toujours saisi d'émotion parce que la salle où se réunit le groupe de l'Union centriste porte le nom d'Auguste Champetier de Ribes. Et donc, presque tous, beaucoup d'entre eux rejoindront la résistance, que ce soit en France ou à Londres. Beaucoup deviendront, comme Auguste Champetier de Ribes, que je nommais à l'instant, comme Vincent Auriol, comme André Philippe, comme Édouard Froment, des piliers du renouveau démocratique de la libération. Beaucoup seront traqués. Léon Blum, Édouard Daladier seront jugés pour avoir conduit la France à la défaite, entre guillemets. Pierre Mendès France, Alex Wilzer, Pierre Viennot, Jean Zay, Madame Moucharzet. Jean Zay, coupable idéal pour eux, parce qu'il est juif, franc-maçon, ministre du Front populaire. Il est extrait de sa cellule par des miliciens pour être assassiné à quelques kilomètres d'ici,
à Moles. Assassiné également Georges Mandel, Max Dormoy, François Camel et Georges Pézières. 10 d'entre eux, enfin, ont été déportés dans l'enfer concentrationnaire nazi et 5 n'en reviendront pas. Claude Jordery, Augustin Malroux, Joseph-Paul Rambaud, Isidore Tivrier, député de ce département, et Léonel de Moutier, qui sera compagnon de la Libération après sa mort. 2 des 80 seront compagnons de la Libération, donc Léonel de Moutier, parti à Londres, revenu en France, et qui a mené le combat avec ce panache de résistance. Quelques années auparavant, 2 ans auparavant, alors que la France et le Royaume-Uni abandonnent leurs alliés à Munich, un jeune enseignant qui aura ensuite d'autres destins, qui sera le président du Conseil national de la Résistance, après Jean Moulin, dans les colonnes de ce petit journal qui s'appelle l'Aube, écrit cette phrase dont je n'ai jamais perdu, et quelques-uns avec moi, l'énoncé. Il écrit, au moment de Munich, alors que l'ovation est générale autour de ceux qui ont signé cet accord, il écrit « Lorsqu'il s'agit de dire non, le meilleur moment, c'est le premier. » Ces 80 hommes ici à Vichy, ces 27 hommes à bord du Massilia, dès le premier moment, ont dit non à Pétain et à Laval et leur ont dit « À la face de notre peuple, nous ne vous faisons pas confiance. » Ils étaient bien peu nombreux, trop peu nombreux, mais ils avaient raison. J'ai été heureux de partager ce moment avec vous, à la mémoire et à l'intention de ceux qui ont eu ce geste et cette affirmation d'audace, n'oubliant pas qu'il est des moments où l'attachement aux convictions qui nous font vivre se résume en un mot tout simple et qui est l'honneur. Cet honneur, c'est ce que nous honorons 85 ans après le vote et le refus de vote des 80 et le voyage des passagers du Massilia. Je vous remercie.